les interviews, ils disent clairement, mais quelle est notre légitimité à accompagner le développement de dispositifs d'ingénierie pédagogique transversaux. Donc là, on voit bien les difficultés. Et dans d'autres cas, on a retrouvé ce couple fonctionnant bien, chef d'établissement IAPR, mais au service strictement du pilotage de l'établissement. Donc là, ça posait réellement le problème de comment on embarque les enseignants. Parce que là, du coup, on a eu des interviews où les enseignants voyaient bien que ce couple nouveau, avec l'inspecteur référent, le chef d'établissement, fonctionnait bien. Mais dans les interviews, on disait « Attends, c'est mon inspecteur. Mais moi, mon inspecteur, j'en ai besoin, je ne le vois plus. » Donc, il y avait quelque chose, le couple ne fonctionnait plus. Donc là, ça pose vraiment le problème du dialogue sur le terrain dans la mise en œuvre des politiques. Alors, nécessité de ce dialogue, nécessité des interactions, nécessité de travailler ensemble. Est-ce que finalement, la question qui est posée aujourd'hui, celle de la création d'un grand corps d'encadrement, pourrait y répondre? Très rapidement, et je crois que Hélène le soulignait, je crois que la question est finalement, aujourd'hui, en 2014, il me semble, peut-être à réinterroger en tant que question. C'est une question ancienne. Hélène l'a souligné, vous avez certainement également souligné ce point auparavant. Et depuis 10 ans, il s'est tout de même passé tout un ensemble d'évolutions qui font que ce lien corps, statut, grade et métier s'est délité, et que donc aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir une nouvelle réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers ces interactions, mais la création et les réformes structurelles du type création de grands corps ne sont peut-être pas la solution dans toute sa finalité. Et Mme Matringe le soulignait, elle disait quand il y a eu des grands corps qui ont été créés, des réformes de corps dans d'autres domaines, ils ont également été accompagnés, par exemple, par de la formation. Voilà. Donc il n'y a peut-être pas que ça. Alors qu'est-ce qu'il devrait y avoir, à mon avis, pour aller dans ce sens de cette relation entre l'ensemble de ces corps et peut-être futurs métiers? 3 points très rapidement. Favoriser la mobilité. Et là encore, la favoriser réellement. Pour l'instant, on va créer un corps pour favoriser la mobilité. Mais qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme mobilité? Et ça, on le voit bien dans les madossiens quand on les recrute. Ils nous disent, moi, je fais Mados parce que demain, je ne travaillerai peut-être plus dans l'éducation. Et ils ont raison. Deuxième point, monter des projets communs. Hélène venait de le souligner avec l'évaluation qui, je crois, aujourd'hui dépasse et doit dépasser l'évaluation des enseignants. C'est un modèle aujourd'hui qui est largement, à titre individuel, dépassé dans d'autres pays. On est réellement sur des évaluations des établissements. Et là, on voit bien qu'on peut créer comme ça des projets communs qui font lien entre ces différents métiers. On peut réellement avoir des inspecteurs, des chefs d'établissement en relation avec les enseignants. Et puis, troisième point, évidemment, que je pense tout à fait central pour la création de cette culture commune, c'est celle de la formation continue. Je crois que c'est réellement comme ça qu'on crée en fait des liens entre ces métiers, qu'on permet à l'ensemble de ces personnels de travailler ensemble. Question, évidemment, que faut-il mettre dans cette formation continue? Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces 2 regards sociologiques très complémentaires et très riches. Après la sociologie, on va passer aux regards syndicaux. Et c'est vous, Guy Péquignot, pour le CIEN, qui allez prendre la parole en premier. Et puis, être un petit peu plus court. On va essayer. Voilà, parce que ces dames n'étaient que 2 autour de cette table, et les messieurs sont plus nombreux, donc on va faire... les dames parlent plus que les messieurs, semble-t-il, et c'est ce qu'on dit. Enfin, oui, voilà, donc vous allez parler moins. Merci. Voilà, ça commence bien. À vous. Oui, donc déjà, signaler que ce matin, j'ai entendu des phrases... c'était Alain Bouvier qui disait ça, que les 3 cultures administratives, pédagogiques et les managers de la République, il a cité ces noms-là, s'ignoraient, se méconnaissaient et se méprisent. Moi, ça m'a frappé. J'ai trouvé ça très, très dur parce que, d'abord, je n'ai pas le sentiment que ça soit le cas sur le terrain, mais dans la réalité, quand j'entends ça, je me dis, là, il y a une vraie rupture dans notre système éducatif. Et il explique également que les murs sont dans les têtes, et ça, c'est vrai. Et en fait, j'ai beaucoup entendu parler d'IPR, par exemple, ce matin, et pas beaucoup d'IEN. Donc c'est vrai qu'il faut quand même le signaler. Je crois qu'on a une véritable fracture, justement, ne serait-ce même qu'au sein des corps d'inspection, puisqu'on voit qu'il y a... on parle de l'un, pas de l'autre, et je crois que déjà, on est un petit peu dans le problème. Et puis, pour rebondir à ce que disait notre sociologue là, il y a une minute, elle parlait d'inspecteurs qui sont invités ou pas dans les bassins pour parler de tel ou tel sujet. Mais finalement, l'idée, c'est pas d'inviter les inspecteurs, c'est qu'ils soient partie prenante. C'est-à-dire qu'ils soient en fait
complètement intégré au fonctionnement. C'est quand on parle de liaison école-collège, de conseil école-collège, quand on parle de premier degré, et même quand on parle de tout sujet dans le système éducatif, il est nécessaire que les inspecteurs du premier degré, en l'occurrence, soient présents et soient partie prenante. Il faut qu'ils soient dans les bureaux de bassin. Il ne faut pas simplement qu'ils soient invités parce qu'il y a un sujet qui les concerne. Donc ça, c'était pour partir. Alors, sur le CIEN, en fait, il est vrai qu'on a, depuis toujours peut-être pas, moi je ne suis pas dans le syndicat depuis si longtemps que ça, mais depuis au moins 10 ans, finalement, parlé de ce grand corps pédagogique d'encadrement. Et alors, je vous ai amené ça date du janvier 2013, hein, la revue du CIEN, on dit vers le corps unique de l'encadrement pédagogique. Moi, je parlais plutôt du grand corps d'encadrement pédagogique. Corps unique, ça a toujours une connotation un peu embêtante et je préférais qu'on parle plutôt du grand corps d'encadrement pédagogique. Ça me semble plus intéressant, justement pour tenir compte de toutes ces spécificités métiers et pour tenir compte justement de voir ce qui peut les rapprocher. Alors, l'idée de quoi? C'est quoi ce grand corps? L'objectif, c'est finalement de retrouver la confiance entre les enseignants et les cadres de proximité. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, cette notion de confiance est quelque chose qui est finalement qui est un peu perdu peut-être aujourd'hui quand on va sur le terrain. Et il y a cette fracture, soit entre chefs d'établissement et enseignants, soit entre inspecteurs et enseignants, finalement, qui est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Qu'est-ce qu'on constate dans le système éducatif aujourd'hui sur les corps d'encadrement? On constate qu'on est dans un cloisonnement complètement, alors que l'idée, ça serait de rapprocher les corps. Et ça, on parle toujours en termes de cloisonnement et jamais en termes de rapprochement. Et finalement, ce qu'on privilégie, c'est toujours la spécificité du métier, l'aspect technique du métier, le geste professionnel, alors qu'il faudrait parler de la posture du cadre. Il ne faut pas parler de geste, il faut parler de posture. C'est cette posture d'encadrement qui est essentielle pour un cadre, et c'est ça qu'il faut travailler si on veut rapprocher les corps d'encadrement pédagogique. En fait, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que nous avons, chefs d'établissement, inspecteurs, on a un public commun. Ce public commun, c'est le public des enseignants. Imaginez, par exemple, qu'un enseignant du premier degré, il peut enseigner en maternelle à des gamins de 3 ans, il peut enseigner à des élèves de CM2 qui ont 11 ans. Un enfant de 3 ans, un enfant de 11 ans, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, on lui demande d'être capable de faire les deux. En lycée ou en collège, c'est la même chose. Vous croyez qu'un jeune de 11 ans et quelqu'un de 18 ans, c'est la même chose? Et pourtant, un enseignant, il doit être capable d'enseigner dans les deux. Un certifié, il faut qu'il sache faire les deux. Eh bien, les inspecteurs, ils sont cloisonnés et on n'a pas cette possibilité, si vous voulez, voilà, il y a des cloisonnements entre les corps, alors que les enseignants, on leur donne la possibilité de faire ça. Eh bien, ça, il faut essayer de casser cela. On a un public commun, c'est plus facile d'avoir les enseignants comme public commun que d'avoir les élèves, qui n'est pas un public commun, finalement, pour les enseignants. Alors, pourquoi un grand corps d'encadrement? Alors là, si vous voulez, moi, j'étais un peu triste ce matin, parce que j'ai entendu Madame Matringe, et elle est encore là, donc je me permettrai de le dire. Si vous voulez, le grand corps d'encadrement pédagogique, c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système où il faut absolument assurer la continuité du système éducatif. On n'est plus dans un système cloisonné avec l'école, le collège, le lycée professionnel, etc. Il faut absolument qu'on ait ce lien. Et tout le monde doit y participer. Donc il faut créer cette espèce de culture commune pour assurer cette continuité du système éducatif. Et pour ça, il y a nécessité, on le voit bien quand on travaille en bassin, par exemple. Moi, je suis inspecteur de l'orientation, un IEN orientation. C'est-à-dire que je travaille dans des bassins avec des inspecteurs du premier degré quand ils sont là. Des fois, ils ne sont pas toujours là, justement, ça c'est un problème, mais avec des inspecteurs du second degré, qu'ils soient IAIPR, qu'ils soient IENET, avec des chefs d'établissement, et on travaille en commun. Si on ne travaille pas en commun, et si on n'est pas ensemble sur ça, il faut qu'on ait une culture commune, plutôt que d'avoir des spécificités, même si on garde nos spécificités. Ensuite, nécessité de partager les responsabilités au sein d'un territoire. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en fait, la notion territoriale, on l'a vu ce matin avec les représentants du conseil général ou régional, je ne sais plus qui était là, régional. Donc, l'indispensable, c'est de retrouver ce côté territorial. Alors, pour ça, ça veut dire qu'il va falloir reconsidérer l'objectif de l'encadrement. Un objectif d'encadrement, ça veut dire travailler à l'amélioration des résultats, plutôt qu'à se fixer des normes, des modèles, des outils modélisateurs pour cloisonner, pour serrer, pour dire celui-là il est mieux que celui-là, etc. Moi j'en ai fait les choses comme ça, dans lesquelles on dit tiens tel collège il est plutôt meilleur que celui-là. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut essayer, l'objectif c'est d'amélioration des résultats. Également, dans le travail en direction des enseignants, l'accompagnement des enseignants, pas le jugement des enseignants. C'est important, c'est-à-dire le travail en direction des publics, ce n'est pas un travail de jugement, d'évaluation au sens normatif, c'est un travail d'accompagnement et de conseil. Et ça, tout le monde peut le faire.
Pas uniquement, c'est pas parce qu'on est inspecteur qu'on a cette possibilité absolue. Un chef d'établissement peut le faire tout à fait. Et puis également, je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Tout ça, c'est dans le type même de l'encadrement. Encadrer, gouverner, manager, en fait, c'est pas contrôler, c'est tout simplement piloter. C'est-à-dire qu'en fait, on est des pilotes. Les chefs d'établissement, les inspecteurs sont des pilotes, ils sont des pilotes du système, des cadres de proximité. Ce n'est pas les pilotes décisionnels au niveau de l'académie, mais ce sont des gens qui pilotent et pas seulement des gens qui contrôlent. Et ça, c'est essentiel. Alors après, notre sociologue a parlé de la mobilité fonctionnelle. Alors là, effectivement, c'est là qu'on a des difficultés pour mettre en place. Il me semble qu'il y a 2 axes sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler sur l'axe formation, c'est-à-dire l'axe formation déjà en amont, parce que des gens qui ont envie d'évoluer, eh ben, il faut qu'ils en aient les possibilités, il faut qu'ils soient un peu compétents dans ces domaines. Moi, je ne me vois pas demain être chef d'établissement. Il y a plein de compétences que je ne sais pas. Je ne sais pas faire un emploi du temps. Je ne sais pas faire ça. Et il y a des tas de choses que je ne sais pas gérer. On ne sait pas gérer un budget, ce n'est pas simple. Bon, il faut savoir faire des choses. Donc, il y a un apprentissage. Mais on pourrait très bien en amont, et ça, c'est le rôle que pourrait avoir l'inspection générale, je pense à Mme Matringe qui est là, mais d'autres, pour inciter ceux qui veulent évoluer à acquérir des compétences en amont. Et puis après, dans le cadre de la formation en aval, il va falloir, dans le cadre de la culture commune, permettre d'acquérir ces compétences aussi en termes techniques. Moi, je vois des gens qui sont capables de faire des choses, mais ils n'ont pas forcément une vision globale du système. Donc, il faut peut-être, pour certains chefs d'établissement, avoir ça. Et pour les inspecteurs, avoir ces compétences dont je parle. Alors après, il y a des questions très concrètes. Après, et enfin, vous voulez dire. Enfin, oui, voilà. Bien entendu. Voilà, oui. Après, on a le problème de... comment on glisse d'une profession à l'autre. Alors, il y a la question on parle des détachements. Il faut essayer de favoriser ou de faciliter ces détachements. Pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai eu deux inspecteurs, 2 chefs d'établissement qui m'ont appelé vendredi. Alors, il y en a un, il était proviseur adjoint de lycée de Paris. Et puis, il voulait être inspecteur premier degré. Pourquoi pas? C'est bien, il voulait glisser, il voulait changer de métier. Eh ben, il avait des difficultés parce qu'il était déjà à un indice, vous savez, 821, etc. Il était sorti finalement de la classe normale. Alors celui-là, je lui ai dit, oui, si vous passez pas par détachement, vous n'allez pas passer le concours parce que ça va pas être commode, vous allez descendre de salaire, c'est pas possible. Et puis par contre, après, il y en avait un autre. Alors, il était un chef d'établissement première classe et il voulait être IEN-IO. Je lui dis, c'est un beau métier, ça, c'est magnifique. Moi, je le fais tous les jours, donc c'est formidable. Et bien dans ce cas-là, il était pareil, un indice encore très élevé, il ne pouvait pas. Donc je crois que faciliter les détachements, c'est ça qui permettra effectivement d'assurer cette mobilité professionnelle. Merci Marie-Lune. Merci beaucoup, merci à vous. Donc l'idée, c'est un petit peu, on se forme et puis ensuite on valide ses acquis, voilà, et puis on y va comme ça, on y va petit à petit. Ok, formidable, merci beaucoup. On va passer la parole. On va passer la parole pour le même exercice avec la même question, donc c'est facile, à Jean-Marc Boeuf, qui est à ma droite. Alors, je ne sais pas, je suis peut-être moi le vilain petit canard, ou la caution bureaucratique, ou je ne sais pas. Non. Voilà, non, simplement, je vais commencer par ça. Le corps unique d'encadrement, on n'y est pas, on n'y sera pas, pour la simple raison que l'encadrement administratif n'y est pas, et qu'il n'y sera pas, enfin, en l'état actuel des choses. Alors, c'est une vraie question. Parce que je ne pense pas qu'il serait raisonnable de dire que tout l'encadrement administratif est un encadrement intermédiaire, puisque je crois qu'il y a parmi eux des secrétaires généraux d'académie qu'on peut quand même qualifier d'encadrement supérieur, que le vivier des secrétaires généraux d'académie, c'est actuellement les attachés d'administration de l'État, puisque pour nous, le corps unique, c'est attaché d'administration de l'État. Alors je fais exprès de rentrer un peu comme ça, d'une manière qui peut sembler polémique, mais c'est pour dire que la vraie question qui se pose à nous, nous n'avons aucune opposition à ce que nos camarades de l'UNSAF fabriquent et construisent ensemble un grand corps d'encadrement pédagogique. La question qui se pose, c'est comment on articule ce grand corps d'encadrement pédagogique sur lequel nous n'avons pas à avoir d'appréciation, parce que ce n'est pas notre rôle, c'est légitime de le vouloir, c'est comment on articule ça avec la fonction support. Et pour rester sur l'encadrement, avec donc l'encadrement administratif. Je l'ai dit. Alors nous, je ne veux pas être trop long, mais nous, c'est vrai qu'on a été conduit à avoir une approche beaucoup plus fonction publique, puisque je vous rappellerai qu'on a quand même vécu la disparition du corps des casus, et quand on a constaté cette chose, on s'est dit qu'il était temps pour nous d'aller voir ailleurs. Et cet ailleurs, c'est la fonction publique, c'est la maison commune. Et c'est pour ça que nous avons, il est vrai, adhéré de manière très volontaire, très volontariste,
au CIGEM, c'est-à-dire au corps interministériel à gestion ministérielle. Et c'est pour ça que nous avons, en effet, nous sommes rentrés sans difficulté dans cette logique d'attaché d'administration de l'État. Alors je terminerai sur un exemple. Voilà. Actuellement, je suis donc attaché d'administration de l'État hors classe, voilà, mais je suis aussi sur un emploi. C'est-à-dire que nous avons fait notre révolution culturelle. Nous avons à la fois cherché à garantir, et c'est normal, mes chers collègues, qu'on le fasse tous, à garantir notre corps, garantir nos carrières, ça c'est le corps, c'est attaché. Mais en même temps, nous avons accepté que notre employeur puisse nous virer. C'est-à-dire que nous sommes sur des emplois. C'est-à-dire que si le recteur de Paris, un jour, dit « Monsieur Boeuf, ça ne va plus », il me retirera mon emploi. Alors, on ne se laissera pas faire. Il y aura des procédures. Nous sommes d'accord. Hein, voilà. Mais, si vous voulez, voilà, nous, cette révolution culturelle, on l'a fait. Alors, c'est peut-être un exemple qui peut être intéressant pour les chefs d'établissement et les personnels d'inspection. En tout cas, bon courage, mais j'espère nous aurons à discuter ensemble sur les suites. Ça, c'est clair. Merci de votre efficacité verbale. Bien, on va maintenant passer la parole et le micro à Roger Kem, donc, qui s'est caché tout au bout, qui va voilà, en quelques mots se présenter, puis comme nos autres interlocuteurs, répondre à la même question. Bien, donc Roger Kem, président du syndicat national des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, UNSA. Donc dans la grande famille avec le SNPDEN et le sien et A et I. Un grand corps d'encadrement, pour quoi faire? Je crois qu'effectivement, la question mérite d'être posée, mais il faut savoir quelles sont nos attentes. Comme vous le remarquez, je ne suis pas un perdreau de l'année. J'ai été IDEN en 1983, après Jésus-Christ. Donc, ça fait quand même ma 32e rentrée d'inspecteur. Et j'ai exercé des fonctions d'IDEN, d'IEN adjoint inspecteur d'académie, d'IA DSDEN adjoint, d'IA IPR EVS à plein temps, et actuellement d'IA IPR EVS à temps partiel et de responsable syndical à temps partiel. Les deux temps partiels faisant naturellement, comme tout le monde, vous le savez fort bien en tant que chef d'établissement, plus que 100%. Donc moi, j'y suis assez favorable personnellement, mais syndicalement, je suis ultra minoritaire. Je suis ultra minoritaire pour plusieurs raisons. On va me dire, comme un journaliste l'a dit à M. Valigny, quelle est la couleur du mur? Quelle est la couleur du mur sur lequel va se fracasser cette réforme? Je suis assez d'accord avec ce que disait Ghislaine Matrinche tout à l'heure concernant le corps des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux. La question, elle est en amont et en aval. Pour être IAIPR, massivement, il faut avoir été professeur agrégé. Donc le vivier, ce n'est pas pour le plaisir financier que ce métier est choisi. Ce métier est choisi parce qu'on a envie de le faire. Et dans l'envie, bien sûr, très rapidement, au bout de quelques années, on se rend compte que les aspects financiers ne sont pas inintéressants. Donc, le corps des IAIPR devient aussi le vivier de l'inspection générale. Ce qui fait que, tout à l'heure, on parlait de nombre, je crois qu'on ne peut pas en faire l'impasse, donc 13 ou 14 000 chefs d'établissement, 2400 IEN du premier et du second degré, 1300 et quelques IAIPR, dont moins de 1000 en rectorat. 133 exerçant des fonctions de DAZEN et de DAAZEN, 66 exerçant des fonctions de conseiller technique de recteur, 6 étant directeur de cabinet. Notre collègue, M. Boulet, est parti. Il y a quand même une dizaine d'IAIPR qui, soit en statut d'IAIPR, soit en statut d'inspecteur général, sont en conseil général ou en conseil régional. Et puis, l'histoire nous a appris qu'il faut s'interroger. En 1985, un mécanicien pragmatique a décidé la disparition du corps des PEGC. La disparition du corps des PEGC a eu comme effet de poser différemment le problème de l'enseignement en second degré, puisque la disparition du corps des PEGC se justifiait par rapport à un pragmatisme du moment, mais avait deux conséquences ultra négatives. La première, c'est que les enseignants du second degré sont monovalents massivement et qu'ils se refusent absolument, en lien avec mes collègues et l'inspection générale, à exercer professionnellement dans une discipline voisine, mais qu'ils considèrent comme ne maîtrisant pas suffisamment.
Puis il y a eu un autre cataclysme, mais on peut le dire en ces lieux, c'est un cataclysme syndical, puisque le fait de choisir le second degré professeur certifié et agrégé par rapport au PEGC a fait que l'ex-FEN, devenu l'UNSA, est devenu minoritaire par rapport à la fédération FSU, secondaire du SNES. Alors, ces éléments-là, il faut y réfléchir. Prendre une décision à un moment donné, ça a un sens. Lorsque le successeur féminin de Mme Matringe était aux affaires, sous le ministère de M. Châtel, s'est posé la question de l'évaluation des enseignants. La question de l'évaluation des enseignants a fait que j'ai utilisé auprès de mes collègues un aspect cataclysmique. Je leur ai dit, oui, nous servons à quoi, les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux? J'entends régulièrement, et je l'ai encore entendu dans la bouche de sociologues de haut niveau, que, ben oui, les enseignants se plaignent de ne pas rencontrer les IAIPR. Je veux dire, par exemple, sur le socle commun, 40 IAIPR dans l'Académie de Montpellier, 490 collèges, une demi-journée banalisée. Bien évidemment, il n'y a que 40 collèges qui ont bénéficié de la venue d'un IAIPR pour les aider à réfléchir sur le socle commun. Ça veut dire qu'il y en a plus de 400 qui sont restés sans. Ça ne veut pas dire que l'insuffisance du discours, ou alors on fait comme un syndicat ultra-minoritaire de droite qui demande le triplement du nombre d'IAIPR. Il faut être décent, de toute façon ça ne veut rien dire, puisque les viviers ne suffiraient pas, et pas seulement en anglais, madame, hein, ça serait également dans les autres champs disciplinaires, à part l'établissement et vie scolaire, où là, finalement, comme il y a des chefs d'établissement qui peuvent le devenir, comment leur expliquer après d'être dans un corps où eux, ils ont passé un concours pour devenir IAIPR, puis on leur demandera d'être dans un corps dans lequel ils seront aussi avec les chefs d'établissement. Il faut leur expliquer l'intérêt de travailler ensemble, collectivement, pour que le système scolaire évolue. Donc le discours cataclysmique, c'est de dire, écoutez, il est demandé que l'évaluation ne soit plus faite par les inspecteurs, sauf pour les personnels qui ont besoin d'être accompagnés par un rapport pour progresser dans l'institution, ou pour les personnels qui sont défaillants, c'est-à-dire 10%, grosso modo, si on additionne l'un des deux. Donc je leur dis concrètement, vous êtes 1000 dans les académies, on a besoin, pour les recteurs, avec ce système, de 300. Donc il y en a 700 à supprimer. Sur un plan de 3 ans, il y en a quand même 200 qui seront partis à la retraite. Il y en a encore 500 à supprimer. Sur les 500 à supprimer, on augmente les compétences des départements, des régions, des collectivités municipales. On peut penser qu'il y en a 80 à 100 qui vont trouver leur miel quelque part pour renforcer le choix. Par exemple, dans l'Académie de Strasbourg, avoir un IAIPR qui est d'origine allemande et qui va pouvoir travailler sur les relations avec les Länder, ça peut servir. Et puis, il y en a une centaine qui pourraient s'orienter vers le métier de chef d'établissement. Alors à ce moment-là, se pose la question de savoir, mais pourquoi, depuis 3 ans, il n'y a que 2 IAIPR qui ont rejoint le corps des chefs d'établissement? Ben oui, parce que lorsqu'ils entrent dans le corps des chefs d'établissement, c'est après le premier mouvement des chefs d'établissement. Ça veut donc dire qu'effectivement, pour un IAIPR, alors je ne parle pas des indices et autres, pour un IAIPR se retrouver principal adjoint de collège, a priori, ce n'est pas sa vocation. On est autre. Il ne s'agit pas de dire que les uns sont moins importants que d'autres, mais simplement nos fonctions sont complémentaires. Il faut savoir faire en sorte que, de la même manière que quand on a évoqué tout à l'heure, il faut regarder ailleurs. J'évoquais Monori, je vais être encore plus ancien. Je vais évoquer Jean-Pierre Chevènement, qui avait été fasciné par le Japon en 84-85. Moi, j'étais un jeune Iden débutant. En 85, j'ai reçu, dans ma circonscription de premier degré, des Japonais qui venaient voir comment fonctionnaient nos écoles maternelles, puisque chez eux, ça n'existait pas. Et ils étaient tout surpris, parce que chez eux, il n'y avait pas d'inspecteurs. Ça n'existait pas, des inspecteurs. Il y avait des chefs d'établissement, mais alors des chefs d'établissement de cité scolaire, hein, depuis le CP jusqu'au lycée, avec 800 à 4000 élèves, selon les endroits. Et pour être chef d'établissement, il y avait une année probatoire. Et dans l'année probatoire, il y avait une mission d'inspection. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement issu du corps des professeurs de mathématiques, faisons court, dans sa formation, il avait à inspecter des professeurs en mathématiques, il avait à inspecter des professeurs en japonais, et il avait à inspecter ce qu'on appelait à l'époque des instituteurs, pour se former. Donc ils trouvaient normal qu'un jeune blanc-bec de 29 ans les accueille. Eux, ils pensaient que mes conseillers pédagogiques qui avaient plus de 50 ans, c'était eux les chefs, et moi j'étais là, le petit jeune qui apprenait le métier. Parce qu'inspecteur, ce n'était pas un métier. Alors, nous avons une culture différente. Donc, à partir du moment où on se pose la question, pourquoi pas exploser les bornes? C'est-à-dire qu'effectivement, chef d'établissement, principal, vous avez fait votre évolution à un moment donné en intégrant dans le corps des chefs d'établissement des bac-3,
du directeur de CET, comme on appelait ça. Vous aviez un certain nombre de vos collègues de CET qui n'étaient pas titulaires du baccalauréat et qui sont devenus, j'en ai suivi pendant de nombreuses années en évolution de carrière, et certains sont devenus professeurs de lycée avec des professeurs agrégés sous leurs ordres. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient moins bons que les autres. Simplement, il y a une culture du diplôme qui fait que c'est difficile dans notre institution. C'est difficile dans notre institution. Nommer un proviseur de lycée 4X avec classe prépa qui n'est pas issu du corps des professeurs agrégés, ça fait piquer toujours à l'inspection générale. Hein, il y a toujours, à un moment donné, dans les réunions de préparation, des questions qui se posent. Dernier point, madame, que je voulais évoquer, je crois qu'effectivement, dans ce qui était dit tout à l'heure, je crois qu'il y a aussi un problème sur l'attractivité des métiers. Si l'on veut aller vers un grand corps d'encadrement, il faut bien montrer l'intérêt pour les enseignants, puisque c'est massivement des enseignants, l'intérêt d'aller vers un corps dans lequel ils exerceront alternativement, selon des choix qui ne leur seront pas ensuite reprochés, des fonctions de chef d'établissement et des fonctions d'inspection. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune différence de nature entre inspecter un professeur d'histoire-géographie en classe de première S ou inspecter un professeur des écoles en petite section de maternelle dans un enseignement scientifique. Donc je crois qu'on est en nécessité de réfléchir, mais il faut se poser les bonnes questions au début et pas se dire que c'est une question de statut. Si on raisonne en matière de statut, on fera la même chose qu'avec l'échec PEGC certifié. C'est-à-dire on fait disparaître encore qu'il y en existe toujours quelques-uns à gérer dans les CAPA. Hein, 37 ans après, j'ai eu aussi à gérer, je disais tout à l'heure à un de vos collègues de l'Académie de Lille, quand j'étais de l'Académie de Lille en 2000-2001, il y avait encore des instructeurs devenus conseillers principaux d'éducation après avoir été secrétaire général. Le corps des instructeurs avait disparu avec la guerre d'Algérie en 1962. Comme quoi, on voit qu'il faut un petit peu de temps dans l'éducation nationale pour que les choses se mettent en place ou disparaissent. Voilà, c'est comme on disait à une ministre de l'Éducation adjointe d'un ministre qui aimait les mammouths. L'éducation nationale, c'est un paquebot, ça n'est certainement pas un hors-bord. Bon. Très jolie conclusion. Merci beaucoup, Roger Kem, de votre intervention qui posera sûrement des questions. Alors, nous allons passer la parole à Philippe Tournier, que je ne présenterai pas et qui peut-être ne se présentera pas, mais qui donnera aussi ses éléments de réponse à cette grande question. Alors, un grand corps d'encadrement, point d'interrogation. Si le titre se termine par un point d'interrogation, c'est que justement, il y a interrogation. Le SNP2N, effectivement, réfléchit sur cette question depuis maintenant quelques années, non pas comme une sorte de toquade modernisatrice, y compris parce qu'elle serait un peu datée, comme l'a évoqué, je crois, Nathalie Mons. Mais dans l'éducation nationale, on réfléchit forcément sur des idées un peu datées, vu le temps qu'il faut pour qu'elles se traduisent dans la réalité. En revanche, on peut voir dans cette réflexion sur un grand corps dans l'encadrement un espèce de projet fécondant, comme l'a évoqué Roger Kem, c'est-à-dire, même si ça ne débouchait pas, ça amènerait quand même à s'interroger sur ce que sont les fonctions d'encadrement dans le cadre très spécifique de l'éducation. Alors pourquoi le SNP2N avait commencé à réfléchir à cette question, effectivement, depuis quelques années? Je crois qu'on a commencé au congrès officiellement de Biarritz en 2009, mais il y avait déjà eu des réflexions auparavant sur ce point. C'est pour des raisons très pragmatiques. Les personnels de direction ont un besoin extrêmement élevé de mobilité. 40% d'entre eux demandent à changer de poste tous les ans, ce qui est un record, je crois, absolu en tous les cas dans l'éducation nationale. Cette mobilité est liée à la notion de carrière, ce qui nous distingue radicalement d'autres corps, notamment des enseignants. C'est-à-dire, je crois que c'est une carrière ascensionnelle, avec l'idée qu'il y a une carrière, y compris avec des impacts en matière de rémunération, ce qui est totalement différent d'un enseignant qui mute et qui va dans un autre poste. Il est professeur certifié d'histoire, il est toujours professeur certifié d'histoire, et tout ça dans un contexte quand même d'allongement de la vie professionnelle. Pour la première fois, on va avoir de manière significative des gens qui vont être dans des fonctions d'encadrement longtemps. Autrefois, les gens rentraient vers 45 ans, partaient à la retraite à 60 ans, des retraites de 15 ans. Aujourd'hui, les gens rentrent relativement plus tôt.
dans les fonctions d'encadrement et partent de plus en plus tard, ce qui fait que ces carrières conçues pour être de 15 ans sont aujourd'hui des carrières de 25 ans, 30 ans, etc. Et que donc la question des métiers, de ce qu'on va faire pendant cette période, est une question qui se pose aux personnes de direction, mais je pense que la même question se pose à tous les corps d'encadrement. Et puis c'était assez lié, ça a été évoqué par Roger Kemm, peut-être que cette idée d'un corps d'encadrement était liée à notre propre histoire. En 1955, on aurait fait un colloque, on aurait trouvé que le métier de directeur adjoint de CEG est un métier qui demande des compétences complètement différentes de celles de proviseur d'un lycée de centre-ville, que c'est normal que ce soit deux corps différents, c'était d'ailleurs deux corps différents, dans lesquels on ne passait pas de l'un à l'autre, et encore à la fin des années 80, je rappelle que les personnes de direction étaient recrutées comme proviseurs de lycée, censeurs de lycée, et qu'on ne passait pas d'une fonction à l'autre. Donc nous avons, nous, surmonté complètement cette histoire, c'est-à-dire effectivement on rentre dans un corps de personnel de direction et après on a des fonctions de direction qui entre nous sont quand même différentes. Hein. Et d'ailleurs une des raisons d'attractivité du métier, mais je crois que les enquêtes des sociologues sur la question le montrent, c'est justement la diversité des types d'emplois différents que l'on peut avoir dans une carrière de personnel de direction. Alors, une des idées qui faisait qu'effectivement on pouvait rapprocher les corps d'encadrement dans une unité, c'est que quand même ils ont des éléments spécifiques qui ne sont pas que l'administration. Ils ont premier élément spécifique, c'est quand même leur très petit nombre. Depuis tout à l'heure, on parle de 20 000, c'est 20 000 sur 1 million à peu près, c'est-à-dire un personnel d'encadrement pour 50 personnels à encadrer. Peu d'organisations ont de tels ratios. Dans une entreprise ordinaire, c'est à peu près 1 pour 10 ou 1 pour 15. Donc le très petit nombre de personnel d'encadrement. Et la conséquence de ce très petit nombre, c'est ce qu'on appelle les structures plates, c'est-à-dire que les personnels d'encadrement doivent encadrer énormément de monde, alors que ce soit nos collègues de l'inspection. Ce sont des centaines de professeurs, on dit on les voit pas, mais effectivement, Roger Kemm explique que voilà, on est 40, il y a 400 collèges, il y a forcément 90% des collèges qui ne verront pas d'inspecteurs, mais aussi les personnels de direction. On trouve tout à fait banal aujourd'hui qu'un lycée de 1500 élèves ait un proviseur et un proviseur adjoint. C'est un taux d'encadrement qui n'existe à peu près nulle part. D'ailleurs, quand il y a eu les travaux sur l'évaluation des personnels enseignants en partie importés de ce qui se fait dans les autres organisations, la différence, c'est que dans les autres organisations, le cadre qui évalue par un entretien individuel, il évalue 5 à 6 personnes par an. Il n'en évalue pas 150. Bon. Donc effectivement, on est dans les structures à personnel d'encadrement très peu nombreux, des structures plates, c'est le nom que ça porte. Et puis on a la caractéristique d'encadrer des cadres qui ne savent pas qu'ils sont des cadres. Nous n'encadrons pas n'importe quelle catégorie de personnel. Bon. Ce qui donne effectivement aux fonctions d'encadrement dans l'éducation des fonctions particulières, à savoir qu'on encadre des personnels qui sont eux-mêmes des cadres, d'un niveau de formation quand même élevé, qui ont des habitudes d'autonomie professionnelle extrêmement élevées, et que sont quand même des caractéristiques qui nous rejoignent tous. Ce qui nous distingue des autres cadres, c'est que d'autres cadres, ils donnent l'ordre et les gens font. Nous, on peut donner l'ordre. Mais ceci dit, c'est pareil pour ceux qui sont au-dessus de nous. Alors, je dis ça parce que tout à l'heure a été évoqué les qualités de la négociation, par exemple, et de la persuasion, qui sont bien des qualités fondamentales de l'encadrement éducatif de proximité, qui d'ailleurs créent un espèce de hiatus avec d'autres niveaux de l'encadrement, qui eux ne sont pas dans ce rapport-là. Ils ne négocient pas sans arrêt avec des gens avec lesquels ils doivent travailler tous les jours. Ce qui fait que la gouvernance, on sait ce que c'est dans les EPLE en particulier. Alors, comment procéder ? Ce projet éventuel d'accord d'encadrement est d'abord un projet de long terme. Il n'y a aucune urgence particulière. La réforme territoriale, telle qu'elle est conçue, à mon avis, va métastaser de réformes qui vont suivre peu après. Donc on est dans un cycle d'instabilité, sans doute, à ce niveau. Donc il n'y a pas d'urgence. On peut estimer que si ça se fait, c'est quelque chose à 10 ans.
Et 10 ans dans l'éducation nationale, c'est rapide. Je vous signale que le socle commun de connaissances, sur lequel nous avons réfléchi comment le mettre en œuvre en 2014, a été voté en 2005. En revanche, l'approche que nous écartons, et nous l'avons écartée dans les discussions métiers avec le ministère, c'est l'entrée, comment on va fusionner les corps existants. Parce que cette entrée-là est une entrée c'est l'échec assuré. Y compris parce que ça soulèvera immédiatement le conflit entre allogènes et indigènes, c'est-à-dire que ce qu'a expliqué Roger Kem, des gens de l'extérieur arrivent, pour qu'ils viennent, il faut leur offrir des places attractives, et si les places attractives leur sont offertes, elles sont retirées à ceux qui se trouvaient là. Donc cette entrée est à coup sûr une entrée stérile. Autre débat qu'il faudrait s'épargner, c'est le débat délicieux sur le périmètre. Alors, il y a nos collègues de la branche administrative, mais pas seulement. Est-ce que l'inspection générale en fait partie, par exemple, ou pas, ou des tas de questions de cette nature. Si on rentre par ces discussions bien françaises, on commence d'abord par faire un texte et un décret avant de savoir exactement ce qu'on va faire, effectivement, il est probable que ça ne serait pas très intéressant. Mais j'ajouterais que la réflexion sur un grand corps de l'encadrement n'a de sens qu'associée à une transformation de l'organisation, de la gouvernance et du management, j'emploie le gros mot, du système éducatif. C'est-à-dire que si c'est pour ne rien changer, il faut rien changer, franchement. Si on a décidé qu'on ne changerait rien, qu'on garderait les rectorats comme ils sont, les échelons comme ils sont, l'embrouille des relations avec les collectivités territoriales comme c'est aujourd'hui, c'est pas la peine non plus qu'on ne change pas non plus la façon de travailler avec les enseignants, c'est pas la peine de se prendre la tête avec un grand corps d'encadrement. D'accord ? Il y a qu'à poursuivre et un peu améliorer la fluidité. Donc dans notre esprit, il y a conjonction des deux mouvements. Le grand, quand on dit pourquoi, oui, pourquoi un corps, mais c'est un peu ce qui a été évoqué par François Boulet, s'il y a un corps d'encadrement, c'est qu'on serait dans un système transformé d'organisation par rapport à l'organisation actuelle. Alors nous, on n'a pas de projet tout prêt, clé en main, sur la conjonction des deux. Un corps d'encadrement et un système organisé totalement différent parce qu'il y a d'autres partenaires. Mais pour nous, la question de l'encadrement n'est pas qu'une question isolée, toute seule, qui ne serait que la question de la fluidité entre les corps d'inspection et les corps de direction. C'est dans une perspective d'une transformation radicale du système, dont un jour peut-être il prendra l'initiative. Je suis comme Alain Bouvier, je suis d'un optimisme absolument incurable et insubmersible. Donc je me dis que peut-être un jour ça arrivera, et même peut-être que je le verrai avant de partir en retraite. C'est formidable cet espoir. Mesdames, Messieurs, j'imagine que ces prises de parole suscitent quelques questions avant qu'on ne se sépare. On a le temps de quelques questions. Est-ce que quelqu'un a d'ores et déjà... Non ? Non, on est arrivé à l'heure où il y a moins de questions. Oui, et moins de public. Alors, je vais donc passer mon micro à mon voisin qui a une remarque sur l'intervention de Philippe Tournier. C'était sur l'intervention de Jean-Marc Boeuf tout à l'heure à propos d'administration intendance. Finalement, à Paris, on a un secrétaire général qui est chef d'établissement. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer tout à fait... Non, mais j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas... Bref et concis, prenez un micro. Oui, alors, je précise donc ma pensée. Actuellement, le vivier principal, en effet, des secrétaires généraux de l'Académie, ce sont les anciens casus de directeurs de service. Mais il est très clair, parce que nous ne sommes pas justement dans du compartimentage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'emploi de secrétaire général de l'Académie est très largement ouvert. Et nous sommes pour les passerelles. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais nous ne sommes pas du tout opposés aux passerelles, au contraire. Et c'était pas simplement de la rhétorique, quand je disais qu'il faut qu'on travaille ensemble sur la question justement comment la fonction support doit s'articuler, comment on doit travailler entre l'administration, ce que je dirais l'encadrement administratif et le grand corps d'encadrement, si ça se met en branle, c'est une vraie question. Et je voulais d'ailleurs préciser que ce qui a été dit tout à l'heure était très intéressant. Nous avons des mandats très précis sur le fait que la formation doit être commune
notamment avec les collectivités locales. Nous sommes demandeurs, nous sommes fortement demandeurs, nous l'avons dit à l'ARF, pour qu'il y ait une formation commune entre les fonctionnaires d'État et les collectivités. Et nous sommes très satisfaits, même si nous ne sommes pas dans ces sphères a priori, nous sommes très satisfaits du rapprochement, même plus, entre l'ENA et l'INET. Nous sommes tout à fait dans cette dynamique. Voilà. Donc je ne voudrais pas en effet que ça soit pris à la mauvaise part. Voilà. Merci de cette précision. Toujours pas de questions dans la salle ? Donc je vais repasser le micro 1 minute à Philippe Tournier pour que vous nous expliquiez comment ce débat peut avancer, peut mûrir, comment on peut faire, comment les choses peuvent évoluer avant que Michel Richard ne conclue cet après-midi, cette journée de travail. Une des façons de le faire évoluer, c'est par exemple des après-midi comme cet après-midi. C'est-à-dire que ça met ensemble des personnalités différentes, de l'éducation, des sociologues, des organisations syndicales qui discutent, y compris, on le voit bien, avec des approches extrêmement différentes. Et il est normal qu'il en soit ainsi dans une première étape. Mais je crois que l'on discute sur ce projet est un point important. Mais j'insiste sur le fait que la discussion ne peut pas être l'entrée tout de suite par les questions techniques de comment on va faire, sinon on n'avancera jamais. Ces questions techniques arriveront à un moment donné. Et il ne faut pas mésestimer qu'elles peuvent susciter des difficultés qui soient difficiles à surmonter. Mais puisqu'on le sait, c'est pas la peine de commencer par là si on veut réussir. Et l'autre aspect, c'est l'intervention de François Boulet, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas ne jamais évoquer la question de l'organisation de l'éducation nationale dans un contexte qui va être radicalement nouveau. L'État éducateur avait 100 interlocuteurs de collectivités territoriales, il n'en aura plus qu'entre une dizaine. Et donc le rapport de force, on le sentait de manière implicite tout à l'heure, le rapport de force sera un rapport radicalement nouveau. Or, si l'éducation nationale ne modifie pas radicalement sa gouvernance, c'est son existence en tant que service public national qui, à un moment, sera interrogée dans ce nouvel environnement. Donc nous, ce que nous disons, c'est que si les réformes structurelles n'ont pas lieu à temps, la question, dans 20 ans, par exemple, pourra se poser d'une organisation profondément différente où il n'y aura plus de service public national. Donc, ce sont des questions à se poser aujourd'hui, puisqu'il nous faut après 10 à 20 ans. Donc, en les posant aujourd'hui, on peut espérer que dans 10 ans, effectivement, il y ait des réponses qui rencontrent, je dirais, un consensus suffisant, et y compris d'ailleurs un consensus suffisant auprès du monde enseignant. Merci de cette précision. Hélène Buisson-Fenet, je voudrais vous demander une précision. Vous qui avez travaillé, avez regardé vers les autres pays européens, ce qui se passait, est-ce qu'un pays est déjà modèle en la matière, a déjà avancé dans ce sens, à votre connaissance ? Prenez un micro. On sait que le système d'inspection n'est pas vivace. Le terme est en soi faible partout, et qu'on a des systèmes éducatifs où l'inspection au sens français de contenu essentiellement, à priorité évaluative de la pédagogie enseignante et des apprentissages des élèves ne va pas de soi. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé dans un certain nombre de systèmes éducatifs où corps d'inspection et chef d'établissement et corps de chef d'établissement, la notion même de corps en soi relève du droit administratif français, donc c'est un petit peu compliqué, mais ou en tout cas les deux professions coexistaient. On a effectivement beaucoup travaillé sur leur collaboration, leur articulation, etc. Et évidemment, le système éducatif écossais est vraiment intéressant en la matière. J'oserais pas dire exemplaire, parce que là encore, ça se joue sur des nombres, des surfaces d'intervention bien différentes de celles qu'on connaît en France. Mais en gros, la question de la co-analyse et de la co-évaluation des pratiques pédagogiques est très mature dans un système comme l'Écosse, et notamment le fait de pouvoir à la fois... ne pas s'occuper de la valorisation ou de l'évaluation administrative des carrières enseignantes, mais essentiellement du contenu pédagogique de leur activité.
et la possibilité, dans une sorte de double mouvement, de pouvoir faire appel à des équipes d'inspecteurs sur des agendas particuliers ou lors d'occasions particulières pour les chefs d'établissement, et inversement pour des équipes d'inspecteurs d'arriver en établissement pendant une semaine et de faire des évaluations collectives d'établissements, d'équipes pédagogiques, avec la possibilité de faire de la formation continue, différenciée à l'issue de cette évaluation collective, est un système qui semble bien fonctionner à l'échelle de l'Écosse. Alors, une autre précision, ça a été mis en place quand en Écosse, et est-ce qu'on mesure un impact sur les résultats des élèves ? Alors, le système écossais est intéressant dans sa comparaison, toute proportion gardée, parce que c'est un système qui est aussi centralisé et qui connaît une inspection historique plus vieille que l'inspection française. Et qui est centralisée. On peut dire que la collaboration équipe d'inspection et équipe pédagogique au sein des établissements date des années 90. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là que l'inspection générale française s'est intéressée au système éducatif écossais aussi. Merci de ces précisions. Jackie Simon, je crois que vous aviez une question. Ah, et madame. Ah, c'est pas une question. Simplement pour avancer sur la prospective, en particulier ce que disait Philippe Tournier. Je crois qu'il est très sage dans sa démarche. Et ce que nous a dit notre collègue de la région... Monsieur Boulet. Aquitaine. Bon. On voit bien que se profile à l'horizon un pôle très très fort, c'est la région. Et je partage son point de vue et ses attentes sur le système éducatif. Et je pense qu'avec la réforme territoriale, je peux me tromper, va se créer aussi un pôle de l'État au niveau régional des nouvelles régions. Alors il y a deux conséquences que je vois se profiler et qui vont susciter vraisemblablement de violentes oppositions à l'intérieur de notre système éducatif caractérisé par l'enfermement. La première, c'est qu'il va falloir, et ça vous concerne ici, développer d'une façon magistrale la position du chef d'établissement dans le PLE. Non pas pour en faire un espèce de tyran, pas du tout, comme certains de nos interlocuteurs le redoutent, mais pour en faire vraiment le patron, et je reviens sur l'évaluation. Et je reviens aussi vis-à-vis du conseil d'administration. Et au sommet, la question va se poser des politiques publiques éducatives qui intègrent bien sûr l'éducation nationale. On a toujours pensé à l'éducation nationale quand on était tout seul dès qu'on parlait d'éducation. Les politiques éducatives. Et peut-être que la question va réapparaître de savoir si il ne faut pas, je pèse mes mots, supprimer les recteurs et les remplacer par les directeurs régionaux de l'éducation. Je pense que cette question va venir très très vite. Je sens le mouvement allant dans cette direction. Ce n'est pas suffisant, il faudra réorganiser toute une série de choses. Mais cette question va se poser. On en reparlera. Merci de cette intervention. Et on va passer le micro à madame. Et puis ce sera la dernière question. Hélène Buisson-Féné disait qu'il faut avoir une vision transversale de la fonction publique et qui conduit vers un service de réussite scolaire. Et tout à l'heure, notre secrétaire général disait que la réforme est à long terme, mais qu'il faut effectivement prendre le temps de faire les choses. Alors, comment fusionner les corps existants ? Moi, j'ai envie de dire qu'à partir d'une démarche de projet, est-ce qu'il ne nous faudrait pas effectivement travailler sur un véritable projet qui nous mènerait, puisque les choses prennent du temps, mais faut-il pas anticiper, puisque nous sommes dans une logique où, effectivement, avec les réformes territoriales et tout ce qui va arriver derrière, il nous faudra quand même nous préparer et ne pas attendre que les choses nous arrivent, nous tombent dessus. Donc, j'ai envie de poser la question, ne nous faut-il pas réfléchir, puisque nous avons notre congrès bientôt, à comment aller vers un service de réussite scolaire, et je dirais même un service de réussite scolaire et sociétal. Oui, mais je dirais que la réponse, elle est dans le slogan des élections professionnelles et le thème de notre congrès, inventons notre métier de demain. Une réponse brève et efficace.
Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier de votre présence cet après-midi, de vos nombreuses questions et interventions sans questions, et remercier nos invités qui ont été présents tout l'après-midi. Et puis vous souhaiter une bonne soirée et une bonne poursuite de réflexion sur ce sujet. Une première réflexion. Bien évidemment, nous nous sommes largement enrichis de nos différences. Remerciements à tous les participants. Sans eux, nous n'aurions pas pu avoir leur contribution et améliorer la réflexion de notre organisation syndicale. Avec ce colloque, le débat est régénéré, mais très certainement nous serons amenés à de multiples reprises à nous retrouver, puisque, comme il a été dit par de nombreux intervenants, la caractéristique de l'éducation nationale, c'est le temps long. Je vous propose donc, par rapport à ce temps long, le grand corps de l'encadrement que nous appelons de nos vœux, avec cette première démarche, il s'est rapproché. Donc le prochain colloque en 2025 ou en 2035 traitera de la forme d'autogestion pour les cadres de l'éducation nationale. Bonne soirée et merci.